Nous pouvons maintenant passer à la deuxième partie de l'exercice qui consiste au calcul des réactions une fois identifié un ensemble de forces qui se présentent sur la structure. Nous allons donc besoin de nous donner un système de forces. On va imaginer par exemple une force au milieu de la travée AB, une autre force au milieu de la travée BH, et puis on mettra une force au bout de la console. Nous avons besoin de introduire la distance qui est là entre la première force et un des deux appuis. Voilà, comme ça tout est bien aligné. Voilà le système de forces que nous allons prendre en compte. On pourra le complexifier davantage, mais en fait ce que je vais vous montrer, il a des valeurs suffisamment générales pour comprendre la manière de développer ce type de raisonnement, ce type de calcul. Donc, ce que nous devons faire maintenant, c'est calculer les réactions cinématiques des différents appuis. Donc on va commencer par exemple à chercher la réaction de la rotule A. Donc cette rotule, elle a une réaction qui a deux composantes, une force horizontale et une force verticale. Donc ce que nous pouvons faire, c'est enlever le blocage horizontal d'abord, ensuite enlever le blocage vertical. Donc ces deux passages nous donnent accès à deux calculs différents. Le premier nous donnera comme résultat la composante horizontale de la réaction générée par la rotule A, et la deuxième nous donnera la composante verticale. Alors je vais doubler ça. Et comme je vous disais, je vais remplacer d'abord la rotule par un appui simple. Donc en faisant ce passage, j'ai éliminé la possibilité pour... voilà pourquoi. Donc en faisant ce passage, j'ai éliminé la possibilité pour l'appui de générer des forces horizontales. Je vais donc mettre une force horizontale inconnue. Cette force, je vais l'appeler R au point A horizontal. Je vais la faire rouge. Voilà, et puis j'avais oublié de nommer les forces. On va les appeler toutes F. On va dire qu'elles sont toutes égales. Voilà. Ou plutôt pour... ouais, on va les laisser toutes égales, mais je pense que ça sera clair
qu'est-ce qu'il faudra faire pour tenir compte d'éventuelles différences entre les forces appliquées. Alors, l'objet que nous avons devant est un mécanisme. On avait une structure isostatique, on a enlevé un degré de blocage, on se retrouve donc avec un mécanisme. L'identification des mouvements possibles pour ce mécanisme est assez simple dans ces cas. De manière générale, on procède comme on a fait pour identifier l'impossibilité de la structure de se déplacer, c'est-à-dire on procède en analysant chaque degré de blocage individuellement. Alors, nous avons la possibilité introduite par l'appui A de déplacements horizontaux. Alors, je vais prendre cette flèche. Voilà. L'appui simple permet à la poutre AB de se déplacer horizontalement. Donc, si on revient sur la dénomination qu'on avait introduite précédemment, parce qu'elle va nous servir. Donc, d'après l'appui simple qui se trouve à A, la poutre 1 peut se déplacer horizontalement. La même chose est vraie d'après l'appui qui est introduit en B. Donc, vous voyez que les deux liaisons extérieures qui sont appuyées à la poutre A, à la poutre 1, qui est la poutre AB, ah tiens, il n'y a pas de numéro. Et ces deux liaisons-là autorisent les translations horizontales parce que les deux centres identifiés séparément par les deux appuis simples peuvent se trouver à l'infini sur la direction verticale. Donc, ce sont deux points de la droite verticale qui passe par A et de la droite verticale qui passe par B qui sont en commun à ces deux droites. C'est un seul point en fait en commun à ces deux droites. Et donc, les mouvements de translation horizontale du corps 1 sont possibles. Pour ce qui est du corps 2, on constate que les translations horizontales sont aussi possibles. Nous avons ici une rotule intérieure, ce qui est un centre de rotation possible pour la poutre numéro 2. Or, à partir du moment que les centres de rotation C1 et les centres de rotation C2 coïncident à l'infini, la poutre numéro 2 va se translater avec la poutre numéro 1 sans générer aucun mouvement relatif au niveau de la rotule. Et la même chose se produit pour la poutre numéro 3. Elle aussi elle a la possibilité de se translater horizontalement. Donc C3 peut se trouver à l'infini, encore une fois, indépendamment des mouvements qui pourraient avoir lieu au niveau de la glissière G. Donc vous voyez que les quatre conditions introduites par les quatre liaisons extérieures sont toutes compatibles avec un seul mouvement du système, qui est un mouvement de corps rigide de translation horizontale. Donc ce mouvement de translation horizontale, on peut le représenter, par exemple, en imaginant les poutres qui composent la structure, en les dessinant peut-être légèrement décalées pour les voir, en lui donnant peut-être de la couleur. Voilà. Ceci serait la position qui acquiert les trois poutres suite à un petit mouvement. Je le fais un peu plus épais pour qu'on le voit. Un mouvement dont l'amplitude peut se lire par exemple ici. Voilà, ce mouvement, on va l'appeler par exemple des chapeaux. On va
écrire en bleu. Là, on a tous les éléments pour écrire le travail de toutes les forces en jeu. Nous avons les forces et nous avons les déplacements. Le travail des forces en jeu, c'est donné par le travail de la force RA horizontale qui travaille pour le mouvement du point A, qui est un mouvement horizontal qu'on appelle des chapeaux. Et puis, il y a rien d'autre parce que toutes les autres forces en jeu, les 3F qui sont là, tous les trois agissent verticalement. Donc, elles ne font aucun travail pour un mouvement horizontal. Donc, quand j'écris les travail virtuel de toutes les forces en jeu, je vais avoir la force horizontale dont on a parlé, multipliée par le déplacement, et c'est tout. Je vais faire un peu plus grand. Voilà, donc ceci étant les seuls termes présents dans l'équation du travail, quand je dis que ceci doit être égal à 0, quel que soit D, donc affirmer ceci implique que la composante horizontale de la réaction A est égale à 0. Donc voilà, il s'agit des passages successifs, ils sont tous contenus dans la dernière équation, je peux donc enlever ces deux-là. Et voilà ce que je peux conclure au niveau du travail fait par toutes les forces en jeu pour le calcul de la réaction horizontale. Donc aucune force ne travaille à part la réaction elle-même, par conséquent, elle est nulle. Ceci nous permet de dire que RAH est égal à 0, il n'y a donc pas de réaction horizontale. On peut passer alors à analyser la cinématique dans notre mécanisme virtuel, c'est lui qui nous permettra d'identifier la réaction verticale à A. Donc je vais dupliquer celui-ci. Et alors cette fois-ci, je remplace la rotule A par un appui simple dirigé dans l'autre sens. Ce qui me permet de mettre en valeur le travail de la réaction verticale. Il y a eu ça, c'est perdu ici. Voilà, cette réaction, je vais l'appeler réaction A verticale. Et pour la déterminer, je dois dessiner les mouvements virtuels du mécanisme qu'on a dessiné. Donc je rappelle que c'est nécessairement un mécanisme avec un degré de liberté parce qu'on est parti d'une structure isostatique et on a supprimé un degré de blocage. Donc pour faire le dessin de ces mécanismes, il faut, comme dans les cas précédents, il faut toujours faire une analyse cinématique. Donc je vais copier la numérotation, j'en ai besoin encore, je vais copier l'information dont j'ai besoin dans mon panneau précédent.
Et alors, nous avons le corps numéro 1. Cette fois-ci, son centre de rotation absolu est soumis à deux règles. La première, générée par l'appui simple A, elle me dit que le centre C1 doit se trouver sur l'axe de l'appui simple qui est un A. La deuxième me dit que ce centre doit se trouver sur l'axe de l'appui simple qui est un B. Je peux donc en déduire que le centre en question se trouve au point qui est commun à ces deux axes, qui est le point B. Donc voilà, les deux conditions introduites par les deux appuis simples engendrent que le corps C1 tourne autour de ce point C1 qui est ici. Nous allons regarder ce qui est du point C2, enfin du corps C2. Déjà, ça vaut la peine de marquer ici les centres de rotation relative entre C1 et C2. Et voilà donc pour le corps C2, c'est tout, parce que nous avons le centre C1 qui est ici, le centre C12 qui est ici, et le centre C2 qui doit se trouver sur l'axe de l'appui C. Et puis, pour que le mouvement soit possible, d'après les théories de Kennedy, doit être aligné avec les deux précédents. On peut donc en déduire que le centre C2 se trouve exactement ici. On va faire les choses autrement pour que ça soit plus clair. Voilà, donc les deux conditions se trouvent à coïncider et à donner C1 sur l'appui, et là c'est C2 qui se trouve sur l'appui. Finalement, nous devons identifier C1, C3. C3, il est déjà connu parce que nous avons une glissière, et donc C3 et les points à l'infini en direction horizontale. Et voilà donc qu'il nous reste à identifier C3. Alors il faut qu'il soit à la fois aligné avec les points à l'infini en direction horizontale, aligné avec les points C2, pardon, ça c'est C2, 3. Aligné avec les points donc C2, avec les points C2, 3, et donc il est forcément sur la ligne horizontale qui passe par les points C. Il se trouve donc sur le point D. Voilà, toute la cinématique de ce mécanisme virtuel numéro 2 est maintenant claire, identifiée. Nous pouvons dessiner un mouvement virtuel vertical, c'est tout ce qui nous intéresse parce qu'il n'y a que des forces verticales, donc ce n'est pas la peine de dessiner des mouvements horizontaux, encore en plus il n'y en a pas. Donc ça c'est mon axe de référence. Je vais projeter les centres de rotation absolue des diverses poutres sur l'axe de référence. Donc ici se trouvera C1'. Ici se trouve C2'.
Et ici, nous avons la projection de ces 3 primes. En connaissant les 3 projections et en connaissant ensuite les centres de rotation relative, nous pouvons tracer facilement les mouvements. Donc, je vais prendre une ligne bleue quelconque. Voilà, ceci représente un mouvement, je vais faire peut-être un peu plus grand en amplitude, voilà. Un mouvement virtuel du corps numéro 1, c'est donc encore une image qu'on peut appeler 1'. Il faut le tracer donc en étant nul au point C1'. Après, on lui donne un angle qui est un angle de rotation qui est ce qu'on veut. On va noter cet angle. On va noter cet angle tête à chapeau. Je vais le faire plus grand. Voilà, juste un petit détail typographique. Voilà. Un angle θ. Je vais aussi indiquer le sens de rotation de cet angle parce qu'il nous sera utile de la suite. Donc ça tourne dans ce sens-là, tel que nous l'avons dessiné. D'accord? Maintenant, ici, nous avons la projection du point C12. C'est donc C12'. Donc C12' se trouve ici et nous pouvons donc dessiner la suite du mouvement qui doit passer par les points C2' et par les points C12'. Ça, c'est donc le mouvement du corps numéro 2 qui est représenté. Et puis nous arrivons à la représentation du mouvement du corps numéro 3. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons une glissière, donc ces deux morceaux de poutre, la poutre 2 et la poutre 3, doivent rester parallèles, ce qui est le cas ici. Si je prends cette représentation du mouvement. Or, donc, je vais
garder le même angle et je vais réduire en proportion. Voilà. Voilà donc représenter le mouvement de notre poutre. Nous devons maintenant identifier l'autre angle qui est celui-ci par rapport à l'angle θ. Donc je vais l'appeler par exemple alpha. Et vous voyez, une fois que je connais l'angle alpha chapeau, le même angle je trouve ici, par construction, les deux droites étant parallèles, le même angle est là, le même est là. Donc tous les autres angles sont connus une fois qu'on connaît alpha, et il faudra identifier alpha en fonction de θ, parce que comme nous savons, ceci est un mécanisme avec un seul degré de liberté, et donc nécessairement il y a un seul paramètre qui décrit ce mouvement de rotation. Alors pour savoir combien ça vaut alpha chapeau en fonction de θ chapeau, il suffit de regarder ces triangles-là. Voilà, dans ces triangles, je peux constater que c'est un triangle isocèle parce que nous avons la base qui vaut 4L et qui est divisée exactement en deux parties égales, 2L d'un côté et 2L de l'autre, les sommets se trouvant sur l'axe de symétrie. Donc l'angle alpha chapeau est égal à l'angle θ chapeau, c'est la symétrie. On peut déduire ça, si on veut, de manière identique en faisant un raisonnement légèrement différent. Nous voulons savoir, par exemple, quelle est la hauteur de ce triangle. Voilà. Cette hauteur, c'est un paramètre de mouvement, donc je vais marquer en bleu. Je vais l'appeler par exemple des chapeaux. Juste pour une raison d'homogénéité avec une image que j'avais introduite précédemment, je vais mettre un autre symbole. Voilà, comme ça. Alors, pour savoir combien ça vaut des chapeaux, je regarde le triangle rectangle qui est ici, je peux calculer des chapeaux, ça sera le produit de l'angle multiplié par la longueur qui est 2L de la base. Voilà. Et je peux dire la même chose, donc vous voyez, ceci est la relation qui lie la hauteur à la base de la longueur 2L à partir du moment que je sais que cet angle est θ chapeau et que j'assume que θ chapeau est petit. Eh bien, la même chose, je peux l'écrire quand je regarde les triangles rectangles qui se trouvent à droite, où la base donc vaut toujours 2L, l'angle vaut cette fois-ci alpha chapeau et la hauteur est toujours D. Donc, pour que ces deux expressions soient égales, nécessairement,
doit être vrai que θ chapeau est égal à alpha chapeau. Voilà ce qu'on peut en déduire. Donc, c'est pas la peine d'introduire une notation différente. Je vais effacer alpha chapeau, je dirais, de la carte et je vais tout noter par θ. Voilà, cet angle est θ et aussi tous les autres angles valent θ. Je peux donc maintenant écrire les travails virtuels de toutes les forces en jeu pour calculer RA vertical. Je vais faire un peu plus grand. Alors, première chose, en regardant la poutre de gauche à droite, nous avons RA vertical qui est une flèche qui va vers le haut. Et ici, le mouvement qu'il va faire est un mouvement effectivement vers le haut. Donc, il va faire un travail positif. Voilà. Combien ça vaut ce mouvement-là? Eh bien, il s'agit de prendre la distance entre les points qui se déplacent et le centre de rotation, qui est donc 4L, et la multiplier par l'angle ici, parce que cet angle est petit, qui est θ chapeau. Cette distance vaut donc 4L fois θ chapeau. Alors, j'ai une première contribution au travail, qui est donc celle-ci, à multiplier par RA vertical. Toujours plus grand. Ensuite, nous avons la force F. Alors, en ce point-là, le déplacement vertical se mesure ici. Combien ça vaut? Eh bien, c'est la distance entre ce point et le centre de rotation, qui est donc 4L moins 2L, ça fait 2L, multiplié par l'angle qui est θ. C'est donc la moitié que le cas précédent. Voilà. Et nous avons une contribution négative parce que ce point remonte alors que la force F pointe vers le bas. Et donc nous avons une contribution négative au travail total. Nous avons encore la force F appliquée au point H. Alors la force F appliquée au point H, elle avance dans le mouvement, elle fait donc un travail positif. On voit que son avancement est la grandeur qu'on appelait déjà D chapeaux équivaut de θ chapeau L. C'est donc une contribution égale et opposée à celle qu'on vient de calculer. Ce qui signifie que dans le bilan du travail, ces deux forces, la force F qui se trouve ici et la force F qui se trouve là, et se font mutuellement équilibre. Donc dans le bilan du travail, elles disparaissent, ce qui est assez évident quand on voit qu'on est en train de regarder un travail dans lequel on tourne autour du point qui est
équidistant des deux forces appliquées. Alors, dernière force par rapport à laquelle il faut calculer le travail, c'est la force F appliquée au point E. Notre déplacement de référence est celui-ci. Voilà. Alors, comment on l'a calculé? Eh bien, c'est toujours pareil, distance par rapport au centre de rotation. Donc ici, L fois angle de rotation qui est θ chapeau encore une fois. La distance, l'angle et donc la distance parcourue et donc L θ chapeau. Et la force F recule dans les mouvements posés par ce déplacement. Donc nous avons un travail négatif. Donc voilà tous les travaux qui sont faits par les différentes forces qui peuplent ces systèmes. Il nous reste simplement à déduire quelque chose lorsque on impose que ceci est égal à 0, quelle que soit la valeur de θ chapeau. Voilà, alors tout d'abord, comme on avait déjà remarqué, cette force, ce travail, pardon, et ce travail s'annulent mutuellement. Nous avons donc simplement une équation dans laquelle on va apparaître deux termes. Alors dans ces deux termes, on peut mettre un facteur θ chapeau. Et donc on peut écrire voilà. Une fois mis un facteur θ chapeau sur les deux termes précédents, nous avons 4L RA vertical moins LF, et tout multiplié par θ chapeau égale à 0, quel que soit θ chapeau. Donc nous avons un produit qui est nul, quel que soit l'un des deux termes, c'est-à-dire que l'autre est forcément nul. Autrement dit, si par exemple je prends θ chapeau égale à 1, ce que j'ai le droit de faire, ou égale 0,1, nécessairement, c'est ceci qui est égal à 0. Donc 4L RA vertical moins LF égale à 0 me permet de déduire que 4 RA vertical est égal à F. Ce qui s'écrit encore RA vertical égale 1/4 de F. Voilà, avec ces résultats, nous avons conclu les calculs de la réaction verticale à A. Donc nous savons maintenant que la réaction verticale à A vaut F sur 4, résultat qui est indiqué ici.